Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est particulièrement vaste et qui est la rencontre entre l'astrologie et la thérapie, et d'abord sous le primat freudien, puisque c'est le père fondateur, il y aurait plein d'autres niveaux possibles, plein d'autres acteurs possibles qu'on verra à d'autres vidéos, mais là, pour le faire père fondateur, comment la psyché fonctionne et en quoi l'astrologie va pouvoir venir aider et guider le thérapeute pour la thérapie elle-même. Donc c'est un vaste sujet parce que ce qu'a découvert Freud est incroyablement pertinent, précieux, complexe, c'est carrément génial. Donc d'en parler en quelques minutes, c'est un sacré challenge. Voilà, on va cueillir quelques fruits déjà de la rencontre entre l'astrologie et donc la thérapie freudienne, la psychanalyse. La première chose que je dois rappeler, c'est la différence entre l'inconscient et le conscient. C'est la tarte à la crème. C'est-à-dire que Freud a découvert l'inconscient. Peut-être prendre juste une petite minute pour bien préciser qu'il s'agit d'un substantif, pas un adjectif. De dire qu'il y a des processus qui sont inconscients, ça c'est quelque chose qui existait bien avant Freud. Mais quand on ne fait pas du mot inconscient un adjectif, mais bien un substantif, c'est-à-dire un nom qui a donc une vie, que comme si l'inconscient était une entité vivante, eh bien ça c'est vraiment la découverte freudienne. Et puisqu'il y a cette entité vivante qui est l'inconscient, et qu'il y a de l'autre côté cette entité vivante qui est la conscience, on va voir que ces deux entités sont très différentes et ne fonctionnent pas de la même manière. Alors on va d'abord les définir. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Qu'est-ce que c'est le conscient? Bon, commençons par le conscient parce que c'est ce qui est le plus simple. Le conscient, c'est ce qui est actuellement présent à ma conscience. Donc c'est pas très compliqué à définir. Si tout va bien, normalement, ce qui est présent là actuellement à votre conscience, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes en train de penser à autre chose, c'est que vous n'êtes pas forcément captivé par ce que je suis en train de dire et que votre conscience flotte vers d'autres horizons. Et la conscience, c'est comme un projecteur, ça peut se déplacer pour aller conscientiser, penser à un certain nombre de choses. C'est ce qui est là sur le devant de la scène, si vous préférez. Ce qui est dans l'inconscient, c'est ce qui se passe en coulisses. Et ce qui se passe en coulisses, comment Freud le définit? Il le définit comme le produit du refoulé. Ça, c'est génial. Refoulé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu l'idée de la boîte de nuit. Vous avez déjà vu un videur devant la boîte de nuit? Il filtre, quoi. Hein. Il y a des gens qui peuvent entrer dans la boîte parce ils ont l'air politiquement corrects et qu'ils sont bien habillés. Et puis, il y en a d'autres, je sais pas, de la racaille qui se présenterait devant la boîte de nuit et qui va être refoulée à l'entrée. Pourquoi refouler la racaille à l'entrée? Parce que peut-être elle viendrait mettre des perturbations à l'intérieur de la boîte de nuit. Et donc, on juge, le videur juge, jauge les éléments qui pourraient être perturbateurs. L'idée du refoulement est exactement la même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses là dans l'inconscient, des pulsions, des représentations, qui, si elles venaient au conscient, viendrait me déstabiliser ou me déranger et engendrer un déséquilibre. Et du coup, l'âme humaine, la psyché, est extrêmement bien faite, selon Freud, c'est que certaines représentations, certaines pulsions, certaines choses qui sont là dans l'inconscient, bien vont être refoulées par la censure pour ne pas qu'elles viennent au conscient et nous perturber. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que qu'est-ce que ça devient, ce qui reste dans l'inconscient? Qu'est-ce que c'est que ces choses qui sont refoulées? On imagine bien que si c'est quelque chose qui est refoulé, c'est que c'est plein d'énergie d'abord. Et l'énergie, en gros, c'est ce qui nous touche. L'émotion, c'est de l'énergie. Quand, je sais pas, moi, on prend conscience de notre mortalité, par exemple, ça peut nous bousculer, surtout si on vient d'apprendre qu'on a une maladie grave. La représentation de notre mortalité s'accompagne d'un état émotionnel qui est très intense, c'est beaucoup d'énergie. Pour parler de cette énergie-là, Freud n'utilise pas le mot émotion, mais il utilise un mot plus large. Il appelle ça des affects, le quantum d'affect, c'est-à-dire la quantité de ce qui nous affecte, une quantité d'énergie qui nous affecte,
qui est des sentiments, des sensations, des émotions, enfin, des choses qui sont très intenses. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des choses là, des pulsions ou des représentations qui sont très chargées et qui pourraient donc nous toucher tellement que ça nous déséquilibrerait et qui sont restées dans l'inconscient. Ah, si ça nous déstabiliserait autant, bah, c'est souvent lié à des traumas, par exemple. Il y a quelque chose dans mon histoire, peut-être dans mon enfance, qui a été trop délicat, trop difficile. Si je m'associais totalement à la pénibilité, à toutes les conséquences qui seraient liées à l'événement un peu traumatique, ben ça me déstabiliserait trop. Et donc du coup, une partie de la charge, ou une partie même de la conscience, parfois on oublie même un événement traumatique. Enfin, c'est pas qu'on oublie, c'est que ça reste dans l'inconscient et que ça n'entre pas dans notre sphère consciente. Pourquoi? Ben encore une fois, parce que sinon ça nous rendrait malade, ça nous perturberait. Et l'idée, c'est que si ça reste dans l'inconscient, ben ça va avoir une vie propre, ça va avoir une vie spécifique. Il y a une vie du refoulé, voire même Freud parle du retour du refoulé. Il revient et il n'est pas content. C'est comme s'il y avait d'autres épisodes à cet événement et ça va revenir encore et encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça puisse tout ou partie venir au conscient et que ça puisse être reçu par la conscience, que ça puisse être traité. Quand il y a un événement traumatique et qu'on en prend conscience et qu'on s'associe à la charge émotionnelle, ce qu'on appelle vivre une catharsis, une libération émotionnelle, eh bien on s'enrichit d'une certaine manière. Pourquoi on s'enrichit? Parce que ça fait partie de notre expérience, de notre histoire, et que j'étais pas prêt à l'intégrer, j'étais pas prêt à en faire quelque chose, et à un moment donné, avec un peu de chance, parce que j'ai pris de la bouteille, parce que j'ai grandi, parce que je me suis complexifié, ben je serai prêt à accueillir ça, et peut-être même d'en faire quelque chose de bien. C'est ce que je vais essayer de vous faire sentir. Mais avant donc de voir le processus de conscientisation, de libération, et donc dans le fond, de commencer un petit peu à définir ce que c'est qu'une thérapie, eh bien, je voudrais vous faire sentir que quand ça reste dans l'inconscient, je sais pas, moi, j'ai été un enfant battu à 5 ans d'une manière très intense par mon père, ben voilà, ça reste dans l'inconscient parce que c'est trop dur pour un enfant de 5 ans d'imaginer que celui qui devrait le protéger soit aussi violent. Voilà. Ben, ça reste dans l'inconscient, c'est refoulé. Et l'idée de Freud, c'est que la façon dont l'inconscient fonctionne est très différente de la façon dont le conscient fonctionne. Parfois, il appelle ça le système primaire et le système secondaire. Le système primaire, c'est l'inconscient parce que c'est toujours l'inconscient qui est le premier au courant de ce qu'on vit. Et parfois, du coup, on vit quelque chose et c'est refoulé et ça passe pas au conscient. Du coup, quand ça passe au conscient, c'est dans un deuxième temps. Du coup, on appelle ça le système secondaire. Bon, peu importe. Système primaire, inconscient. Système secondaire, conscient. Préconscient, conscient. Mais bon, c'est une subtilité qu'on verra peut-être une autre fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est primaire, secondaire. Eh bien, le système primaire, l'inconscient, ne fonctionne pas du tout de la même manière que le système secondaire. L'une des premières caractéristiques qui est génialissime, que Freud a réussi à mettre en mots, à découvrir dans sa clinique, c'est que dans l'inconscient, il n'y a pas de temps. On appelle ça atemporalité. Le a, le préfixe privatif grec, atemporalité. Alors que dans le conscient, on voit bien qu'on vit dans de la temporalité. Donc le temps existe dans le conscient. Mais dans l'inconscient, il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'il n'y a pas de temps dans l'inconscient? Ben, quand quelque chose est refoulé, c'est comme s'il était dans la présence, tout le temps dans la présence. Je suis un enfant de 5 ans battu par mon père. Je suis cet enfant-là. Dans le conscient, le temps passe. Donc j'ai 10 ans, mais je suis toujours ce petit garçon de 5 ans battu et terrorisé. J'arrive à 20 ans, dans le conscient. Je suis cet enfant de 5 ans dans l'inconscient qui est battu et traumatisé par le père. J'ai 20 ans, 40 ans, mais je suis cet enfant dans l'inconscient de 5 ans. Vous voyez, c'est comme si c'était figé dans l'ambre. Et imaginons qu'à 40 ans, tout d'un coup, pour une raison X ou Y, je suis convoqué par mon patron dans son bureau, et puis il se met à me gueuler dessus, et à me parler comme ça. Eh bien, je suis un enfant de 5 ans battu par papa. Je peux perdre tous mes moyens,
sans comprendre pourquoi. Je suis même plus capable de lui répondre. Je ne suis que, comme les lapins dans une phare de voiture, paralysé, lobotomisé, et je ne me positionne pas du tout en adulte. Et puis même, je peux me mettre à pleurer alors que j'ai 40 ans et que je suis face à mon patron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est ça qui est incroyable, c'est que ce qui est là dans l'inconscient, eh bien, ça reste en lien au moment où ça s'est produit. D'ailleurs, dans un cabinet, quand on accueille ce genre de choses, ben, on peut avoir un homme de 40 ans qui tout d'un coup nous parle de sa terreur et qui peut se mettre à pleurer, mais les pleurs d'un enfant de 5 ans, c'est des grosses larmes, c'est des grands sanglots avec une façon particulière de parler, vous voyez. Ben, on peut avoir un homme de 40 ans qui tout d'un coup a un langage corporel d'un enfant de 5 ans, a des grosses larmes, a une tristesse, une terreur, comme s'il avait 5 ans. Et ça, c'est très poignant quand on est thérapeute, parce que là, on accueille quelque chose d'essentiel. C'est comme un petit bout de notre âme qu'on avait laissé derrière soi, et puis, à un moment donné, on peut peut-être le réaccueillir, ce petit bout-là, comme un recouvrement d'âme, dans le fond. Donc, c'est très poignant, c'est très intense. Et puis, on va voir que ça génère quelque chose de très puissant. Revenons un petit peu en arrière. Je suis un enfant de 5 ans. L'inconvénient, c'est que je ne le sais pas, puisque c'est refoulé, c'est resté dans l'inconscient. Et ça suinte. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans mes comportements qui sont un peu aberrants à mes propres yeux. Je sais pas, je vais pas aimer le conflit, je vais être mal à l'aise avec le bruit, peut-être que je vais pas avoir envie d'enfant parce que je sais pas pourquoi. Non, je me sens pas l'âme d'avoir un père, d'être un père. Vous voyez, le lapsus, d'avoir un père, d'être un père. Là, j'ai fait naturellement ce lapsus parce que l'inconscient, lui, il est là en disant, oula, attention, hein, les papas, ça frappe leurs enfants. Donc, être papa, sujet sensible. Et peut-être que je vais même pas faire le lien. Bah, c'est pas peut-être, je ne vais pas faire le lien si c'est resté dans l'inconscient. Ça veut dire qu'on peut être marionnette de notre inconscient. Ce que je suis là, cet enfant blessé, c'est ce que je suis, et ça me possède. C'est le destin du refoulé. Vous voyez, cette idée du destin, qu'on a beaucoup développé dans la deuxième vidéo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien là en dessous dans la description si vous voulez retrouver ce que ça veut dire que le destin chez les Grecs. Mais cette notion de destin chez Freud, et Freud était un lecteur des Grecs, hein, le complexe d'Oedipe, la mythologie grecque n'a pas de secret pour Freud, il était fasciné par cette civilisation. Mais cette idée du destin, c'est que je deviens une caricature de moi-même, je suis possédé par mon inconscient. Je ne m'en aperçois pas, mais il y a plein de choses parfois incohérentes dans mes comportements qui suintent parce qu'il y a des choses comme ça qui sont très puissamment réactivées par l'inconscient. Il y a dans notre inconscient ce que Freud appelle des représentations. Alors, représentation, c'est quoi? C'est des images, dans le fond. C'est-à-dire que si je me représente mon père, la représentation papa, eh bien, va être associée à un quantum d'affect très douloureux, de terreur et de douleur, lié au fait que j'ai été battu. Vous voyez, attaché à une représentation, il y a toujours de l'énergie. Donc imaginez, c'est resté dans l'inconscient, et l'idée, c'est que dans la thérapie, bon, peu importe comment on amène ça, ou tout d'un coup, un moment naturel dans l'existence, après l'altercation avec mon patron, tout d'un coup, voilà, mon thérapeute me demande, mais ça ne vous rappelle rien, vous n'avez pas déjà vécu ça? Et là, tout d'un coup, la représentation passe au conscient. Parce que je suis prêt, je suis mûr, j'ai 40 ans, et peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir accueillir cette partie de moi. Et donc, tout d'un coup, l'image me revient de mon père me frappant. Prise de conscience, mais ça suffit pas, hein. Ça, c'est très important en psychanalyse. Souvent, on dit qu'il faut aller chercher, analyser d'où est-ce que ça vient. C'est pas faux, bien sûr, que c'est vrai qu'il faut analyser. Mais Freud insiste beaucoup sur la nécessité, non pas simplement de faire la prise de conscience, mais de libérer la charge émotionnelle qui est associée. Catharsis, une purgation de l'âme. De vraiment pouvoir pleurer ou de pouvoir crier ou de pouvoir au moins exprimer dans quel état émotionnel on était parce que ça permet de décharger cette charge qui est dans l'inconscient. Le premier gain d'ailleurs,
c'est que vous imaginez, pour pouvoir maintenir ça dans l'inconscient, on dépense beaucoup d'énergie pour maintenir ça refoulé. Donc, toute cette énergie qu'on dépense sans s'en rendre compte, hein, on croit qu'on va bien, que tout est calme et que, je sais pas, on est épanoui. Bah, on est épanoui, mais des fois, il y a toute une énergie qui est mobilisée pour maintenir des choses dans l'inconscient, et on est fatigué. On est fatigué, on a du mal à se lever le matin, ou on a parfois du mal à assumer notre vie parce que, une espèce de fatigue de fond qui peut être liée là avec toute une énergie dépensée pour aller refouler des choses. Et donc c'est un premier gain. Mais le gain le plus génial, c'est que ce qui était là, figé dans l'ambre, pas de temps dans l'inconscient, donc enfant de 5 ans traumatisé, eh bien quand ça arrive au conscient, le conscient, lui, il est pris par la temporalité. Ça veut dire que petit à petit, le temps va passer et va éroder la chose. Une semaine, 15 jours après, quand je repense à mon père me battant, je suis toujours un peu touché. Mais en même temps, voilà, le temps va faire son œuvre et va petit à petit faire que ça s'érode. Petit à petit, ça va être moins intense. Je vais pouvoir intégrer ça. Et ça, c'est le plus important encore. C'est que je vais pouvoir assimiler ça. Ça va être un peu moins douloureux, c'est vrai, chaque mois qui va passer, mais surtout, c'est mon histoire. Je vais pouvoir l'assimiler. Je vais pouvoir en faire quelque chose. Vous voyez, dans l'inconscient, c'est ce que je suis. Et ça me possède. Dans le conscient, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est mon histoire. Et mon histoire, quand je m'associe à elle, je peux en faire quelque chose d'incroyable. Par exemple, un enfant battu peut avoir envie de vouer une partie de sa vie à créer une association, SOS Enfants Battus, ou de vouloir faire de la pédagogie et d'accompagner des enfants en difficulté. Parce qu'il se sera accompagné lui-même dans son enfant en difficulté, ben, il aura une espèce d'excellence à ça. Moi, je crois beaucoup à cette dimension-là. Nos névroses, nos enjeux les plus délicats dans notre structure et dans notre personnalité peuvent devenir nos plus grandes excellences si on sait les assumer, si on sait les assimiler, en faire un regain de force. Toute l'énergie qu'on dépensait pour refouler ça va pouvoir être mobilisée pour en faire quelque chose de très vivant dans notre existence. Ben, dans le fond, c'est un peu résumé, mais dans le fond, c'est ça un mouvement thérapeutique. Autre chose géniale, et vous allez voir comment du coup on va pouvoir tout de suite faire le lien avec l'astrologie. C'est que Freud, quand il décrit comment fonctionne l'inconscient, le système primaire, il dit donc qu'il n'y a pas de temps, mais que tout l'inconscient est construit sur de la pensée symbolique. Tout est en résonance avec tout. Enfin, pas tout. Il y a toujours un cœur symbolique. Je ne sais pas, par exemple, si on prend le symbole du lion, le lion, cet animal, c'est le symbole de la force, parce que c'est le roi des animaux, et donc c'est aussi le symbole de la royauté, et puis c'est le symbole de la beauté, avec sa crinière qui prend feu au soleil couchant. On est fait l'un pour l'autre, c'est le symbole de l'amour, bref, c'est plein de choses autour du lion. Les champs lexicaux, quand on étudie les poèmes à l'école, on dit qu'il y a un champ lexical, qu'un symbole a tout un champ qui évoque, ça évoque plein de choses. Dans la trame de notre inconscient, tout est en résonance symbolique. C'est pour ça que devenir papa quand on a 40 ans, ça fait symboliquement lien avec le papa que j'ai eu, et du coup, ça fait résonance, et ça fait vibrer notre trame. C'est comme une toile d'araignée, et ça fait mouche. Un sujet qui fait sensible, c'est un sujet mouche, ça fait mouche. Eh bien, tout l'inconscient parle ou fonctionne avec une pensée symbolique. Le conscient, lui, il n'utilise pas les symboles pour parler ou pour communiquer. Il exprime avec des mots. On appelle ça la pensée discursive. C'est-à-dire faire des discours. La pensée qui fait des discours, c'est celle qui utilise des sujets, des verbes, des compléments. Voilà, ça fait des phrases, ce sont des mots. C'est-à-dire que nous, on utilise des mots pour parler. L'inconscient, lui, utilise des symboles pour parler. C'est pour ça que les symptômes sont toujours à interpréter comme un rêve. C'est pour ça que les rêves sont la voie royale d'accès à l'inconscient pour Freud, parce que
c'est à interpréter et ça va faire des résonances et des liens avec plein de vivances qui sont dans l'inconscient. Alors que quand on parle, on est dans quelque chose d'univoque. Alors que l'inconscient, lui, est toujours polyphonique. Et vous voyez, l'astrologie, si vous avez écouté la première vidéo, logis, c'est le logos, c'est le verbe. Et c'est un verbe qui est très symbolique. Quand on regarde un thème natal, on voit des enjeux symboliques. Notamment, l'enjeu symbolique avec le papa, en astrologie, c'est le soleil. Donc, peu importe pour quelle raison symbolique, je pourrais vous l'expliquer dans un autre moment, dans d'autres vidéos. Mais il y a un symbolique entre le soleil et le papa, le père, et puis la lune, la maman, la mère. C'est-à-dire qu'on peut regarder dans un thème ces enjeux-là, symboliques autour du père, de la mère, et c'est un gain de temps incroyable. Parce que Freud nous a montré à quel point la rencontre de l'inconscient, c'est une enquête. Les rêves, les lapsus, les symptômes, pour essayer de voir la dynamique d'ensemble. Tout l'accompagnement thérapeutique, ça prend du temps. Et le psychanalyste ou l'analyste, il doit accompagner cette enquête avec subtilité pour pas projeter, pour pas voir ses propres enjeux à travers le parcours de son client ou de son patient, de l'analysant. Eh bien, quand on a un thème natal, ça fait gagner un temps incroyable. D'abord parce que on a des pistes symboliques qui nous permettent d'aller intuiter, d'aller sentir qu'il y a certainement des enjeux de telle ou telle nature. Et puis, ça nous permet aussi de savoir quoi en faire. Parce que dans un thème, on voit tout de suite la logique, la cohérence, ce que la personnalité peut en faire. On avait vu dans la deuxième vidéo cette notion de chemin de vie. Parfois, on a choisi un père, une mère, de manière incroyablement cohérente, étant donné ce que nous sommes venus être sur cette terre. C'est une dimension transcendante dans l'astrologie de l'âme que nous pratiquons dans le centre de formation de l'EFAT. Eh bien, vous voyez, ça fait gagner un temps incroyable parce que non seulement ça permet de mettre à jour les conflits intrapsychiques, comment ça se joue entre le système de l'inconscient et le système conscient, et puis ça permet de savoir quoi en faire, c'est-à-dire comment transformer la névrose en excellence. Et ça, c'est passionnant, de sentir que l'endroit où on a été parfois le plus blessé, le plus déstabilisé, est aussi l'endroit dans lequel on a le plus appris. On sait tous ça. Souvent, après avoir fait un parcours thérapeutique, on se dit « Ah, mais les traumas que j'ai vécus, dans le fond, je comprends maintenant que j'ai eu de la chance, parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. » Vous voyez, si vous avez souvent entendu cette phrase, eh ben, c'est un peu ça, l'idée de l'astrothérapie. C'est de voir comment tous les liens symboliques avec la structure de la personnalité, qui est une matière première, et comment on va spiritualiser cette matière première. Comme un artisan. Voilà, quand il connaît bien le morceau de marbre et de comment il est fait, ou le morceau de bois et comment il est fait, ben, il va pouvoir spiritualiser la matière et en faire quelque chose d'incroyable. Il va pouvoir respecter la structure de la pierre ou du bois, comme on respecte la structure d'une personnalité, mais il la respecte tout en faisant émerger sa propre créativité, son propre projet sens. Ben, c'est la même chose en thérapie. La personnalité est une matière première. On peut vraiment l'honorer et de voir comment on peut en faire quelque chose de bien. Là, c'est ça, l'astrothérapie, avec un petit grain de Freud.